L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le reconnaissez, c'est Bernard Généreux, député fédéral, qui est dangereusement en forme aujourd'hui. Bernard, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien, très, très bien. Oui, vous avez une belle cravate. Remis, merci. T'es bien gentil. Là, je veux faire un protest, mesdames et messieurs, parce que je vois sur le compte à rebours ici là, que j'ai juste 25 minutes. Je pensais que j'avais 30 minutes d'entrevue, moi, par semaine. Non, mais déjà mois, 25, là. Moi, je trouve ça appréciable. 25 minutes. Oui. On va prendre le temps. D'abord, je vois que vous êtes très en forme. Oui, ça va beaucoup mieux. Mais on a eu une mauvaise nouvelle un peu après les élections. Oui. Qu'on a su que vous avez été hospitalisé. Oui, c'est ça. Ouais. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu un petit incident là, à ma maison. J'avais acheté, ici à l'animalerie à Montmagny, j'avais acheté un aquarium à ma petite fille. Puis personne ne voulait l'avoir. Ma femme ne voulait pas, ma fille ne voulait pas. En tout cas, finalement, on l'a installé chez nous, au sous-sol. Puis j'ai un lit, ce qu'on appelle les lits Murphy Bed, là, c'est que tu descends le lit puis tu rajoutes des pattes en métal pour tenir la base du lit. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a nettoyé, parce qu'évidemment, il faut finir par nettoyer ça à un moment donné, ces aquariums, parce qu'on l'avait vidé l'eau. Et là, j'avais l'aquarium des mains, puis je me suis accroché dans une des pattes du lit. Là, j'ai passé mon pied par-dessus le lit, mon autre pied, le pied droit, puis je suis tombé sur un tapis. Le tapis est parti. Et là, je suis tombé l'épaule, parce que je ne voulais pas lâcher l'aquarium, bien sûr, mais je suis tombé l'épaule sur le coin du lit, sur le 90, là, juste sur le dessus de l'épaule. Ça a été extrêmement douloureux. Ça m'a fait mal pendant des semaines. Là. Et puis là, je suis allé à l'hôpital. Je suis allé vérifier si j'avais quelque chose de cassé. Okay. Puis ils m'ont donné de la morphine. Puis je suis allé retourner à la maison. Je suis allé me coucher. Puis à un moment donné, je me suis réveillé tout en sueur. Là, puis j'avais l'estomac là, qui était en train de m'arracher du cœur. J'ai commencé une pancréatite. En fait, je pensais que ça serait une pancréatite aiguë. Finalement, ça ne fut qu'une pancréatite. Mais c'est extrêmement douloureux pour ceux qui connaissent la maladie du pancréas. Ça, c'est extrêmement douloureux. Donc, peut-être expliquer, parce que je vous ai posé la question, c'est quoi le pancréatique? En fait, le pancréas, c'est l'élément de l'estomac qui permet la digestion. Donc, c'est quelque chose, c'est de l'acide à l'intérieur du pancréas qui permet la digestion des aliments. Et ça, quand le pancréas est affecté, il peut y avoir scission du pancréas, puis là, c'est de l'acide qui tombe dans l'estomac directement. C'est extrêmement douloureux. Je ne me suis pas rendu là cette fois-ci, mais j'anticipais que j'allais me rendre là parce que ça m'est arrivé 2 fois à la naissance de mes 2 enfants. Et j'espérais que ça ne se rende pas jusque-là parce que c'est vraiment pas drôle à vivre. Là. D'ailleurs, Claude Béchard, que vous savez, est décédé du cancer du pancréas. Il faut que le pancréas soit mis au repos complètement pour éviter qu'il travaille, pour créer la bile. C'est la bile souvent qu'on a. Là. Des fois, on peut avoir des brûlements d'estomac. C'est souvent causé par des maladies du pancréas. Alors, tout ça pour dire que j'étais un homme sensible, puis là, ça a fait que la morphine me déclenchait un pancréas. Et vous avez été hospitalisé? Je suis rentré en ambulance. Ouais, on n'a pas pris de charge. Je suis rentré en ambulance à l'hôpital et je suis resté 2 jours et demi à peu près. Là. Mais je vais vous dire que ce qui me faisait souffrir le plus à l'hôpital, c'était pas mon pancréas, c'était vraiment mon épaule. Il fallait que je sois au repos totalement. Puis je suis pas sûr que j'aurais été au repos à la maison, mais c'est vraiment pas la raison pour laquelle je suis allé à l'hôpital. C'était vraiment à cause de mon pancréas. Est-ce que vous avez du mal? Non, en fait, là, c'est presque zéro, là, mais je ne suis pas capable de forcer de différentes façons autant qu'avant, là. Mais bon, c'est pas... Ça va... C'est le temps qui va... C'est le temps qui va arranger ça. Et la question qui tue, qu'est-il arrivé avec l'aquarium? Ah, il est encore en vie. Les poissons ont été sauvés? Les poissons ont été sauvés, tout est correct, mais on va vous dire, ça a été toute une histoire pour... puis là, je racontais ça à ma petite fille, puis... elle ne saisissait pas vraiment l'ampleur. L'avez-vous échappé, l'aquarium? Non, je ne l'ai pas échappé. Okay, non, je n'ai pas tombé, rien. Je me suis pété l'épaule, puis là, j'ai déposé l'aquarium, mais ça a fait mal. Puis je suis vraiment tolérant à la douleur. Moi, j'ai vraiment... je me suis cogné la semaine dernière encore une fois, après la table à pique-nique chez ma fille. J'ai un gros morceau de peau d'arraché ici, là. C'est creux de même, là, mais ça me... C'est comme si ça n'était même pas là, tu sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est pour ça que vous dire que je suis en pleine forme, c'est revenu, puis... OK. On vous a pas vu depuis le lendemain de l'élection. Vous étiez venu nous visiter. Absolument. Le lendemain de l'élection, par ailleurs. Oui. Hein, puis je m'étais couché tard. Je n'avais pas dormi beaucoup cette fois-là. J'ai dormi depuis ce temps-là. Là. Ça a été... Oui, vous avez l'air très reposé aujourd'hui. Oui, non, je fais ça. Puis je suis allé... j'ai pris une semaine de vacances. Je suis allé à l'île aux Grues la semaine dernière pour aller à la chasse.
avec mes amis. Écoute, nous, notre tableau de chasse, c'est pas d'avoir le plus de doigts possible. Là. C'est vraiment le plaisir qu'on a d'être entre amis. Puis, je pense qu'il faut se permettre de temps en temps ce genre d'événement-là parce que. Chasse à l'oie? Chasse à l'oie, oui, c'est ça. Ben, finalement, on a tué plus de sarcelles qu'on a tué d'oies, mais ça, c'est pas grave. Là. Mais c'est tout ça pour dire qu'on a eu beaucoup de plaisir. On a été très bien accueillis. D'ailleurs, les gens de l'île sont tellement gentils. C'est un des endroits que j'apprécie le plus dans mon comté. C'est l'île aux grues, c'est beau en première. J'ai pris des photos là, absolument spectaculaires. Là. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Les gens sont accueillants. Ah, c'est des Ils sont amours. contents de nous voir. Absolument. Tout le temps. C'est ça, les insulaires. Hein, c'est un peu la vie qui est vraiment particulière. Mais les gens sont sympathiques. Justement, parce que je parlais avec les deux candidats, le maire sortant, M. Gariepi et Mme Bourgault, qui vont être nos invités la semaine prochaine. Okay. Puis, c'est particulier parce que là, cette semaine, avec les grands vents qu'on a eus, pas de bateau, puis l'avion, c'était pas facile non plus. Oui. Alors, ils vivent une situation c'est un choix d'être insulaire. Oui, absolument. Puis l'hiver, on sent que c'est vraiment particulier. Ici, on voyage dans l'avion uniquement, donc... Alors, si j'avais un endroit où j'aimerais aller rester hors l'endroit où je suis déjà, ce serait là. Bernard, l'organisation du bureau, bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que l'équipe était déjà là. Absolument. Puis le lendemain, le lendemain de l'élection, on était opérationnel. C'est ça aussi, c'est très apprécié. Avec la victoire qu'on a eue à 50 % et plus, ça a été très, très... Écoute, disons, on vole encore sur le même nuage sur lequel on a volé la journée de l'élection. On est extrêmement heureux du résultat. On remercie d'ailleurs la population de la confiance qu'ils nous ont fait. Étiez-vous surpris? En fait, oui et non. Ben oui, parce que on espère toujours qu'on aura un score aussi bon que ce qu'on a eu. Et non, parce que sur le terrain, parce que j'ai fait 3000 portes là, durant la campagne électorale, j'ai fait des téléphones aussi en auto, dans les placements, j'appelais des gens. La réponse était très, D'abord, très, est-ce que très ça peut bonne. être une reconnaissance de ce que vous avez fait aussi depuis plusieurs années dans les entreprises? Absolument. Vous avez fait le tour des fermes. Et particulièrement durant la COVID. Alors, est-ce que les gens ont reconnu que vous êtes un homme impliqué dans la région? Est-ce que ça peut être parce que vous avez analysé les résultats le lendemain sûrement, là, ou au cours des derniers jours? Je vais te donner un exemple très, très, très simple. Il y a des gens, 2 personnes à Saint-Roch-des-Aunais, dont le monsieur est en phase terminale. Il est sur le point de mourir. Je me demande même s'il n'est pas déjà mort là, au moment où on se parle. Tu sais, il y a quelques années, j'ai été président d'honneur de la Fondation André Côté pour le défi vélo. On avait amassé 100 000 $. Et de par cette implication-là, lui, il reçoit aujourd'hui, ou il recevait, je ne sais pas s'il le reçoit toujours, mais il recevait ou il reçoit des services de la Fondation André Côté, des gens qui vont à la maison chez lui pour lui donner des services. Et il voulait absolument voter. On est allé le chercher pour aller parce qu'il ne peut plus conduire, etc. Donc, on est allé le chercher. C'était un transport très particulier, mais on est allé le chercher, puis il a voulu absolument voter de par l'implication que j'avais faite pour qu'aujourd'hui, il puisse recevoir des services. Regardez, j'ai été président d'honneur au mois de juin du tournoi de la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. On a ramassé 75 000 $. C'est de 3 fois plus élevé que ce qu'ils ramassent normalement pour le tournoi. Quand je m'implique, puis les gens ont reconnu ça, je pense. Tu as raison de dire que les gens ont reconnu le fait que je suis très impliqué dans ma communauté. Et durant la COVID, j'expliquais ça à des collègues à Ottawa. Durant la COVID, moi, je suis un homme d'affaires. Ça fait 30 ans que je suis en affaires. Et le lendemain de la fermeture, quand on a fermé le pays, d'une certaine manière, là, au mois de mars en 2019, j'ai dit tout de suite à tout le monde qui voulait bien l'entendre, là, arrêtez de payer vos fournisseurs, arrêtez de payer à la banque, arrêtez de payer tout le monde, gardez votre argent dans vos comptes de banque. Ça, c'était le meilleur conseil que je ne pouvais pas donner à tout le monde, parce on ne savait pas la durée, on ne savait pas quelle ampleur ça allait prendre, on ne savait rien. Alors, quand tu ne sais rien de ce qui se passe en avant de toi, garde ton argent, elle ne va pas la donner aux autres. Évidemment, c'est une boule de neige qui fait que tout le monde garde son argent, personne ne paye personne. Mais en même temps, c'était la protection qu'il fallait que tout le monde se donne. Et ça a été un conseil qui a été fortement appliqué dans beaucoup d'entreprises à la suite des rencontres qu'on a eues avec les chambres de commerce, etc., les municipalités, pour passer le message. Puis j'ai parlé aux directeurs des caisses populaires. Ils ont vraiment apprécié que je prenne le temps de leur dire que j'avais dit aux gens d'arrêter de les payer. Mais de toute façon, il est arrivé des programmes, des moratoires, etc., etc. Tout le monde s'est mis ensemble pour qu'on aille dans le bon sens, tout le monde ensemble. Mais l'idée d'avoir fait ces éléments-là, ça a été extrêmement apprécié. Vous avez dit mars 2019, c'est mars 2020. 2020, pardon. Ouais. Et on a travaillé aussi avec les ressources humaines des plus grandes entreprises. Écoute, à un moment donné, les règles changeaient tous les jours. Alors, on donnait beaucoup d'informations, beaucoup. Et ça a été beaucoup remarqué, là, énormément.
Bernard, les élections municipales, avant Oui. qu'on entreprenne quelques sujets sur la Chambre des communes, vous en pensez quoi? Parce que beaucoup de maires ont été élus par acclamation. Ici, à Montmagny, il y a 2 districts qui sont en élection. Est-ce qu'il y a un mal au niveau du municipal? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que les gens... Écoute... parce que vous avez été maire, je vous pose la question parce que vous avez été maire à la Pocatière. Je pense pas qu'il y a un malaise. De voir que c'est plusieurs maires, là, beaucoup, qui ont été élus, dont la Pocatière, M. Lédon, qui a été remplacé... J'ai été élu moi-même par acclamation. J'étais vraiment fâché pour ça. Moi, je crois à la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est effectivement important. Et... la démocratie s'exerce quand on a des multiples idées ou des multiples plateformes qui fait que pour développer une ville ou un milieu quelconque, on doit avoir mettre au défi, en fait, les personnes qui veulent faire avancer un milieu. Moi, je suis content de voir qu'à Montmagny, il y a une élection puis j'ai confiance en les 2 personnes qui sont là, qui vont offrir potentiellement, s'ils sont élus, un très bon service à la population. La question, elle ne se pose même pas. La question, c'est important qu'il y ait un débat pour s'assurer que les gens puissent faire un choix. La démocratie, c'est un choix. C'est ça qui est important dans le fondement même de la démocratie. Moi, quand j'ai été élu par acclamation avec toute mon équipe en 2005, j'étais vraiment fâché parce qu'on avait pris le temps de travailler, monter un programme, on savait exactement ce qu'on allait faire. Là, j'ai été élu. C'est comme si on me donnait carte blanche, puis fais ce que tu veux. Bon, évidemment, on n'a pas fait ce qu'on a voulu, mais on a été responsable. Et moi, je suis convaincu que les gens, malgré qu'ils soient élus par acclamation, seront très responsables. Ce n'est pas un mal nécessairement, mais c'est sûr que ça serait mieux qu'il y ait des débats. Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt? Écoute, le manque d'intérêt ne date pas d'hier. Ça va en augmentant. Le nombre de personnes élues par acclamation va en augmentant. Moi, ce que je constate, c'est qu'au Québec, il y a 1100 municipalités pour 8 millions de population. En Ontario, pour comparer avec l'Ontario, parce qu'on compare souvent avec l'Ontario, il y a 575 municipalités, c'est la moitié moins, pour le double de population. Alors, la réalité, c'est qu'au Québec, on a parce qu'en Ontario, c'est des districts ou c'est des counties qui appellent, comme des MRC, si on veut, mais puis là, les noms ont changé ou l'appellation a changé, mais je veux dire, les gens qui demeurent à, je sais pas, Saint-Onésime ou à Saint-Pierre, Saint-Paul-de-Montmagny, ils vont rester des gens de Saint-Paul, tu comprends? Malgré le fait qu'ils pourraient être fusionnés avec un ensemble d'autres municipalités pour offrir les services aux citoyens. Je vais vous donner un exemple. Le Kamouraska, il y a 17 municipalités, donc multiplié par 6 élus. Donc, ça fait quand même passablement d'élus pour gérer 11 000 personnes. La ville de Rivière-du-Loup sont 6 pour gérer 20 000 personnes. À Montmagny, ils sont 6 pour gérer 11 000 personnes. Ou sont 7, pardon. Donc, est-ce que ça vaut véritable... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant d'élus pour gérer des aussi grands territoires? Moi, je pense que des fusions seront nécessaires, inévitables. Il y a encore des municipalités, là, Saint-Cyril, à ce que je sache, il n'y a pas de maire en liste. Sainte-Hélène-de-Kamouraska, il y en a quelques-uns. Là, Notre-Dame-du-Rosaire, Mme Antil a accepté de reprendre le flambeau. Ouais. Elle ne voulait pas se représenter. C'est ça. Mais tu comprends que il y a plusieurs municipalités qui pourraient être fusionnées sans qu'on perde l'identité de ces municipalités-là. C'est le risque de la perte d'identité qui est l'élément le plus important. C'est pas pour sauver de l'argent qu'on va fusionner éventuellement des municipalités. Il va peut-être avoir des gains un peu parce que quand on pense au Kamouraska, il y a déjà eu 17 services d'incendie, il en reste 4. Alors, ils sont fusionnés dans les services. Ça ne coûte pas moins cher, on s'entend, là. Il faut payer un directeur. Mais le problème, dans les petites municipalités, plus petites, c'est de trouver des employés. Ça va devenir, puis de les payer. Ces gens-là ont besoin de compétences. Ça se paye, les compétences, aujourd'hui. Et là, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit aujourd'hui, c'est encore la même affaire. Donc, moi, MRC Montmagny, 13 municipalités. MRC de Lillet, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a 5 ou 6 postes ouverts à la MRC, là, actuellement. Ouais. Donc, il n'y en a pas de personnel disponible. Donc, il y a quelque part, il va falloir qu'il y ait des fusions, sinon administratives, peut-être carrément de fusion de municipalités. Nouveau cabinet ministériel, mais avant, je veux vous entendre sur le bureau de régie interne, l'organe directeur de la Chambre des communes, annoncé mardi 19 octobre qu'une mesure obligeant les députés à être adéquatement vaccinés s'ils veulent siéger à la Chambre des communes ou même accéder au Parlement entrerait en vigueur le 22 novembre, date de reprise des travaux parlementaires. On sait que dans votre parti, c'est un sujet qui divise. Oui. Monsieur O'Toole a l'intention de contester. Vous en pensez quoi? Quelle est votre position là-dessus? Ben, premièrement, moi, je suis doublement vacciné. Et je pense sincèrement, du fond de mon cœur, qu'on devrait tous être vaccinés pour entrer à la Chambre des communes. Premièrement, si ce n'était que pour donner l'exemple. Deuxièmement, pour la sécurité de tous.
Mais il faut savoir que la science nous indique, et l'utilisation des tests rapides au Canada est très fortement utilisée, là. Je vais revenir au début de ta question. Le BRI, le Bureau de régie interne au Parlement, c'est 7 élus. C'est 7 élus des différents partis qui, eux, décident de savoir différentes, je dirais, des affaires normales de la Chambre des communes. Donc, que ce soit les heures d'ouverture, différentes affaires, les budgets, etc. Mais ce comité-là a décidé ou a pris une décision d'imposer que l'ensemble des élus soient doublement vaccinés pour entrer à la Chambre des communes. Ce que mon chef a dit, et je suis d'accord avec lui, ce n'est pas 7 personnes sur 338 qui doivent décider si on doit être doublement vacciné pour entrer à la Chambre des communes. Ça doit être l'ensemble des élus, les 338. Donc, ce qu'on va contester... Ce que vous préconisez, c'est un vote. Oui, absolument. Il va y avoir... Premièrement, le 22 novembre, on va entrer en Chambre pour aller élire un président de la Chambre des communes. Donc, il y a 5 candidats actuellement en liste, dont Joël Godin, mon collègue, donc du Parti conservateur. Donc, on va aller voter pour un président. À partir du moment où le président, puis ça va prendre toute la journée, là, à partir du le lendemain, on est convaincu le lendemain. D'ailleurs, aussitôt que le président va être élu, le lendemain, on va lever la main, puis on va dire point de privilège. Il existe des privilèges qui viennent avec le fait d'être un élu au fédéral, tout comme au provincial. Et ce privilège-là, c'est d'être capable de siéger. Il n'y a rien qui est supposé nous empêcher d'aller siéger dans la Chambre des communes. Rien, comprends-tu? Ça fait partie de la Constitution canadienne. Et on peut très bien trouver ça dans la Constitution. Rien n'est supposé nous empêcher. Maintenant, on est dans un débat, là, pas débat, mais on est dans une pandémie. Le Bureau de la régie interne a pris une décision à 7 personnes qui consiste à qui va s'appliquer à 338 personnes. Nous, ce qu'on dit, c'est que les 338 personnes doivent prendre cette décision-là. Mais est-ce que ce Bureau de la régie interne avait le mandat ou avait il n'y a pas question de ça. Il n'y a jamais personne qui leur a demandé ça. Il n'y avait pas de permission, mais il n'y avait pas de permission. En fait, ils sont élus comme tout le monde, donc ils ont décidé de prendre l'initiative de faire ça. Pour la santé, pour la santé. C'est bien correct. Mais en même temps qu'on dit ça, les tests rapides au Canada sont reconnus. Donc, de demander à des gens parce qu'on a proposé au Bureau de régie interne de dire, bien, on peut avoir des tests rapides puis d'avoir une preuve sans avoir une preuve vaccinale, avoir une preuve avec des tests rapides qu'on n'a pas la COVID et de rentrer avec un masque puis d'aller travailler. Tu sais, je veux dire, on voulait des accommodements. Ils n'ont jamais voulu les accommodements. Donc, on sait qu'on ne les aura pas, les accommodements, et on sait déjà qu'on va perdre le vote quand on va aller au vote, parce qu'on va passer au vote là-dessus. Mais ceux qui ne veulent pas être doublement vaccinés ne seront pas là le 22 novembre pour voter? Non, puis ils ne pourront pas rentrer non plus dans la Chambre des communes. Ce qui est un bris de leur privilège, tu comprends, de pouvoir aller représenter leurs électeurs à l'intérieur de la Chambre des communes. Et on demande aux employés fédéraux, je ne sais pas quelle date, là, mais M. Trudeau a demandé aux employés fédéraux de doublement vacciner. Là, il y a une date butoir. Ouais. Si les employés fédéraux sont doublement vaccinés, pourquoi les députés ne le seraient pas? Écoute, moi, je suis d'accord avec ça. Puis je vais voter, moi, contre mes collègues qui ne le sont pas. Parce que je crois qu'on devrait être vacciné, si ce n'était que pour donner l'exemple à l'ensemble des Canadiens. Mais tu sais, Michel, il y a des docteurs, des infirmières, il y a des juges, il y a des policiers, il y a toutes sortes de monde qui ne sont pas vaccinés au Québec au moment où on se parle, puis partout au Canada. Il y en a 20 de la population qui ne sont pas vaccinés et ils ne veulent pas se faire vacciner. C'est un droit fondamental, mais ils vont assumer les conséquences, tu comprends? Mm-hmm. C'est leur choix. C'est un choix qui leur appartient. Là, les parlementaires n'ont pas de choix. Ils ne se sont pas fait donner un choix, là. Ils ont dit, vous êtes out, that's it, that's all. Mais un peu, là. La Constitution nous attribue ce choix-là. Mais comment est-ce qu'ils vont exercer? Parce qu'en plus que nous, on ne veut plus de parlement virtuel. On veut être un parlement sur place en présentiel. Alors, ces gens-là ne pourront pas être présents si on est juste en présentiel. Mais on sait d'ores et déjà que les libéraux et le NPD veulent continuer le parlement virtuel. Le parlement virtuel... C'est la question que je voulais vous poser. Le parlement virtuel, là, les libéraux, ils ont on n'a pas le droit, quand on est dans la Chambre, de mentionner qui est là, qui n'est pas là, là. Ça fait aussi partie des privilèges des parlementaires de ne pas savoir si tu es en Chambre des communes ou non. Bon, on le voit à la TV, de toute façon, là, mais il y en a, depuis un an, il y a une personne dans la Chambre des communes chez les libéraux. Une qui représente, c'est le whip adjoint, qui représente les libéraux dans la Chambre des communes. Penses-tu qu'un Parlement, ils évitent toute la période des questions en Chambre des communes en présentiel depuis un an et demi, ces gens-là? M. Trudeau a déclenché une élection de 600 millions. Puis on est revenu exactement au même point qu'on était avant qu'on parte l'élection.
Puis c'était tellement urgent qu'il fallait qu'on fasse une élection qui nous fait rentrer dans la Chambre des communes 2 mois et demi plus tard. Mais c'est ça. C'est complètement aberrant. C'est rire du monde, totalement. C'est ça, la réalité. Effectivement, ça va faire 2 mois que les élections sont passées quand vous allez revenir en Chambre. Absolument. Et moi, je veux, parce que le temps passe vite, là, il vous reste 5 minutes. Et là, le compteur. Je l'avais dit, je vais mettre un compteur. J'ai besoin de 30 minutes. Bernard, cette semaine, Conseil des ministres. Oui. Je veux avoir votre opinion là-dessus. Et avoir votre opinion sur Mélanie Joly, qui est aux Affaires étrangères. Vous pensez quoi de ça? Écoute, M. Guilbeault, l'environnement, bon, ça fait des heureux et des moins heureux. Ça dépend. Moi, je pense qu'il est peut-être plus à sa place qu'au patrimoine canadien. Mais encore, il semblerait que dans certaines provinces, ce ne soit pas le bonheur. Mais, Mme Joly, vous en pensez quoi? Et vous pensez quoi du Conseil des ministres? J'ai beaucoup de respect. Ben, premièrement, le Conseil des ministres, c'est paritaire. Mais Mélanie Joly était, jusqu'à la dernière élection, était ministre du Développement économique Canada pour l'ensemble du Canada. Alors, pour être capable de faire un cabinet équitable, homme-femme, il a rescindé le Développement économique Canada des régions du Canada pour être capable de donner à certaines femmes qui deviennent ministres pour avoir un cabinet équilibré. Donc, finalement, il a comme scindé un ministère en 2-3 pour être capable de dire, OK, dans les Maritimes puis dans le sud de l'Ontario, on va nommer des femmes pour être capable d'avoir un comité parce que Mélanie Joly s'occupait tout seul la dernière fois. Là. Mais là, ils ont rescindé ça pour être capable d'avoir... C'est de la poudre aux yeux, c'est essentiellement ce que c'est. Mélanie Joly, je la connais depuis longtemps, j'ai un très grand respect pour elle. Elle a eu des difficultés à certains ministères dans lesquels elle a eu. Là, elle a un ministère majeur. L'affaires étrangères, je vais vous dire. On dit que c'est presque au-dessous c'est dans les 2-3 plus importants. Là. Ouais. Puis les affaires étrangères, Dieu sait les difficultés qu'on a avec la Chine actuellement. La décision sur Huawei, les Ouïghours qui sont en train de se faire littéralement, je ne dirais pas massacrer, mais en tout cas endoctriner par la Chine. C'est un génocide qui se passe sous nos yeux, puis qu'on ne fait rien, puis le Canada ne fait rien. Là, les deux, Michael, là, le lendemain de l'élection, regardons ça, toi, ça a été réglé d'un claquement de doigts. Écoute, elle a une grosse job. Elle a une grosse job, je peux vous le dire. Puis, sincèrement, j'espère qu'elle va être bien conseillée, parce que elle ne peut pas aller faire des entrevues comme elle a fait à France 2 en France, là, où elle a baragouiné des affaires qui étaient même pour moi totalement incompréhensible. D'ailleurs, l'animateur, à la fin de l'entrevue, il dit, coudonc, tu as compris ce qu'elle a dit? À un moment donné, il faut que tu sois clair quand tu parles. Je veux dire, tu as des chiens, puis tu as des chats, puis tu as des souris. Il faut à un moment donné que tu appelles les choses comme elles s'appellent, et non pas de faire des définitions qui finissent plus, qui ne veulent rien dire. Et ce qu'on entend beaucoup des libéraux, c'est beaucoup des grands discours qui ne veulent rien dire. En tout cas, elle a un gros mandat. C'est un Conseil des ministres qui a pris de l'ampleur? Bien, qui a pris de l'ampleur un peu, mais encore, il a pris de l'ampleur un peu. Pourquoi? Parce qu'il a scindé le développement économique pour aller nommer des ministres qui, entre toi et moi, ils vont gérer 250 millions. Là. Il y a 80 de cet argent-là qui sait déjà ce que ça va au début de l'année. Fait que c'est comme... c'est un ministère qui ne veut rien dire. Mona Fortier, qui est rendue au Conseil du Trésor, qui va remplacer Jean-Yves Duclos, normalement, c'est la ministre qui dit non. Mais chez les libéraux, c'est la ministre qui dit oui. Je veux dire, c'est comme... Ils n'arrêtent pas de dépenser de l'argent. Puis ça, c'est le plus grand risque qu'on a en avant de nous actuellement. Là. C'est la continuité de l'inflation qui monte. On se dirige là, droit dans le mur dans une récession. C'est fou comment le monde ne parle pas de ça. On s'en va dans un mur là, économique. Ça va péter aux frettes. Puis quand ça va arriver vite, là, je te jure. Okay. Alors, avec le Conseil des ministres, il va y avoir un conseil, il va y avoir un cabinet fantôme. On va savoir ça la semaine prochaine. Je vais savoir si j'aurai un rôle à jouer là-dedans. OK. Vous attendez à quoi? Oh, écoute, moi, j'avais demandé l'industrie, j'avais demandé les finances, langue officielle à la rigueur, là. En tout cas, des ministères. Quelques secondes, rapidement. Duclos à la santé? Moi, je pense que c'est un bon choix. M. Duclos est un bon ministre. Là. Il fait la job. Il est brade, là. Il n'est pas très enthousiaste, mais il fait la job. Moi, je suis convaincu qu'il va faire un bon travail. OK. Généralement, les gens qui sont en poste? De façon générale, écoute, c'est des gens qui ont de l'expérience, pour la très grande majorité. Là. Il y a beaucoup de nouveaux, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On verra à l'usage. Puis j'espère qu'ils vont être en chambre pour venir... puis un où je suis content, c'est Sean Fraser, qui est à l'immigration. Ce gars-là, il a vraiment... il était secrétaire parlementaire, puis il faisait un excellent travail. J'espère qu'il va donner des résultats à l'immigration, parce qu'on en a besoin.
Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours très intéressant. Il reste une minute juste pour parler de ce qui se passe lundi. Pas déjà fini? On va se reparler, j'espère, quelques jours après votre première journée en chambre pour nous faire le bilan un peu de comment vous voyez ça. Lundi, dans le cadre des élections municipales, on recevra la candidate à la mairie de l'Île-aux-Grues, Manon Bourgault, à 8h35, et le candidat dans le district 3 de la ville de Montmagny, Marc Couillard. C'est ce qu'on vous propose pour lundi parce que, je vous invite à écouter et regarder l'émission sur les élections municipales dimanche prochain, alors que j'animerai en compagnie de Jean-Guy Desrosiers. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance des médias locaux et régionaux que vous êtes pour exactement faire ce que vous faites en faisant avancer la démocratie dans notre pays. Merci beaucoup, Bernard Généreux. Voilà, ça complète